Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent notre société. Je suis Gina Nzenge. Aujourd'hui, nous rencontrons Monsieur et Madame Yoka, parents dévoués d'un petit garçon extraordinaire, affectueusement surnommé Pounet. Il est né avec une infirmité motrice cérébrale. Dans un monde où le handicap reste souvent source de stigmates, ils ont choisi de briser le silence et de transformer leur histoire familiale en un message d'espoir et de solidarité. À travers leurs comptes sur les réseaux sociaux, ils partagent sans filtre les défis du quotidien, les séances de rééducation, les moments de doute, mais aussi chaque nouvel accomplissement de Pounet. Un sourire retrouvé, un premier pas soutenu, une victoire sur le fauteuil. Au fil de cet entretien, nous aborderons leur démarche de sensibilisation, leur combat au jour le jour, leurs clés de résilience et leur message d'espoir. Préparez-vous pour un échange authentique et émouvant où l'amour parental se mêle à l'engagement citoyen pour faire résonner la voix de Pounet et de tant d'autres enfants extraordinaires. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Bonjour Elodie, bonjour Yann. Bonjour Gina. Bonjour Zi. Bienvenue à Urban FM. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez laissé Pounet? Oui. Il faisait quoi ce matin? Joue au cache-cache. Il est au cache-cache à la maison. Alors, je le disais en introduction, Pounet est né avec une infirmité motrice cérébrale. Comment est-ce que vous avez vécu l'annonce du diagnostic de Pounet? Alors, il faut déjà dire que la grossesse était très compliquée. Après, il est né à 5 mois avec 900 grammes. Après, tout le monde disait que cet enfant ne devait pas vivre. D'ailleurs, à la naissance, il a été déclaré mort à 5h45. Mais à 9h, il est revenu à la vie. Et là, 2 ans plus tard, on fait des examens puisque l'enfant ne faisait pas grand-chose. Et le neurologue nous dit, oui, il fait beaucoup de crises et c'est normal parce qu'il est né, et parce qu'il a une infirmité motrice cérébrale. On a pleuré. On a beaucoup pleuré, mais bon, on s'est dit, chérie, il faut pas baisser les bras. On va se battre. Est-ce qu'à ce moment, quand le neurologue vous le dit, vous savez exactement ce que c'est qu'une infirmité motrice cérébrale? Non. Non. Pas du tout. C'est la Première fois, on savait déjà que l'enfant avait du retard parce qu'à 2 ans, un enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne rampe pas, qui ne mange vraiment pas, voilà. Et pour nous, il y avait un problème. Mais chez les pédiatres, on disait ça va aller parce qu'il est né trop tôt. Et nous, ça nous dérangeait. Lorsque le médecin l'a déclaré IMC, ça nous a juste permis de mettre un nom sur la page. Sur ce que vous voyez. Ouais, ce qu'on recherchait. On voulait savoir. On a enfin su. On a pleuré comme il a dit. Mais après, on s'est dit, écoute, Pounet, il est déjà là. On l'aime depuis le ventre. On va pas arrêter de l'aimer parce qu'il est IMC. Et voilà, on a pris sur nous. Je sais pas si lui-même il est au courant qu'il est IMC. Parce que souvent, ça nous a permis de redoubler par contre d'efforts, de lui donner plus, de lui accorder plus de temps et plus d'amour, plus d'attention et de sensibiliser déjà sa grande sœur à la maison et tous ceux qui venaient à la maison. Alors, il y a d'abord la partie de l'annonce. Vous l'avez dit, vous avez beaucoup pleuré. Ouais. Avant de commencer à travailler sur comment on va prendre en charge Pounet, il y a d'abord la phase où il a fallu d'abord que vous-même vous travailliez sur vous. Comment vous avez surmonté ça? Quels sont les outils que vous avez utilisés? Vous avez fait comment? Déjà, on est chrétien. On prie beaucoup ensemble. On a prié. On a dormi. On s'est dit, chérie, là, on peut rien faire. Et, Dieu est un Dieu vivant et chaque jour son miracle. Donc, il est né. C'était compliqué. Sortir de l'hôpital, c'était compliqué. Mais bon, ça ne va pas s'arrêter là. On va continuer. On s'est dit oui, on va continuer. Et je loue l'Éternel d'avoir une femme forte
parce que j'avoue que j'étais débousselé parce que c'était de combat en combat. Moi, sincèrement, j'ai frôlé, comment dirais-je, j'ai frôlé la dépression. Merci pour le mot. J'ai frôlé la dépression et la grâce est qu'elle était là, toujours pour me dire non, ça va aller, ne baisse pas les bras. Et merci. Et c'est encore là. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus touchée quand je vous ai rencontré sur les réseaux sociaux parce que je vous connaissais pas avant, mais je suis l'histoire de Pounet depuis longtemps et ce qui m'a le plus choqué, c'est choqué agréablement, hein. C'est le soutien que vous portez et l'amour que vous portez l'un à l'autre. Ça a été décisif dans la prise en charge de Pounet. Tout à fait. Oui. Ce qu'il faut souligner, c'est que lorsqu'on est en couple, il y a des épreuves qu'on devrait normalement vivre ensemble. Il y a les épreuves qui nous appartiennent à nous deux. Comme je le dis souvent, on choisit de faire un enfant, mais on ne choisit pas la manière dont l'enfant va arriver. Si l'enfant vient avec une pathologie, ce n'est pas une raison suffisante pour qu'on se sépare. Moi, je le dis. Parce que la façon dont il a mal, j'ai mal. Non seulement c'est moi qui n'aime porter l'enfant. Normalement, je devais avoir plus mal. Ouais. Parce qu'il y a aussi les regards. Ce genre d'épreuve devrait nous souder. Et nous, on est, disons qu'on est d'abord les meilleurs amis. Toi. Après, on a aussi ajouté l'amour. On est ensemble. Les jours où on est énervé, où on a la dignité qui nous reste, il un pote. Mais on n'est pas d'accord. C'est mon pote, je suis sa pote. On va surmonter. Dès qu'on a une épreuve, il faut qu'on grimpe ensemble sur cette montagne. Tout à fait. C'est ce qu'on sait. Et ça, d'où l'intérêt de bien choisir son partenaire. De bien choisir son partenaire. Absolument, on peut aller plus vite, mais il y a certaines épreuves quand même. Mais quand on est deux, on est plus fort. Et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Si on a quelqu'un qui ne nous soutient pas, j'imagine bien dans les moments où c'est difficile. Et puis, Élodie, c'est vous que j'ai découvert d'abord en premier sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous ouvrir autant sur les réseaux sociaux et comment est-ce que vous avez défini ce que vous deviez poster sur les réseaux sociaux? Je pose cette question parce que Pounet n'est pas le seul enfant IMC au Gabon. Malheureusement, il y en a beaucoup. Malheureusement aussi, peut-être par manque d'informations ou par encore dû au regard, en fait, les parents n'osent pas parler de leur enfant, ils n'osent pas les montrer. Vous avez pris le défi d'exposer Pounet. C'est parti de quoi? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Il faut déjà avouer que j'aime bien capturer les petits moments à la maison et quand on est ensemble. Et Pounet, c'est notre cadeau. Pounet fait partie de notre vie. Donc, si on doit, entre parenthèses, produire quelque part, on ne peut pas faire sans Pounet. Il sera égoïste, mais ingrat de l'autre part, de le laisser léser. Parce que faut aussi dire qu'on a découvert la pathologie IMC avec Pounet. On voyait des enfants comme ça avec les malformations, mais à cause de la mauvaise communication ou le manque de communication sur cette pathologie, beaucoup sont dans l'ignorance comme nous les naïfs. Quand on a découvert qu'il est IMC, on s'est dit, ça va, les autres vont pouvoir savoir de quoi il s'agit, de quoi souffrent leurs enfants. Et puis pour motiver aussi, pour leur montrer qu'on peut avoir un cas comme ça à la maison et être heureux. Et que c'est pas la fin du monde. Et que c'est pas la fin du monde, tout à fait. Il faut aimer l'enfant. On peut lui donner une chance avec cet amour. Qui sait? Oui, au départ, on a dit qu'il ne marchera pas, il ne parlera pas. On en parle aujourd'hui parce qu'on ne l'a jamais laissé. On le prend comme un enfant et on l'éduque. Et c'est ce qu'on veut montrer aux autres, qu'il faut le faire. C'est important. Si la médecine dit qu'il ne va pas, il ne va pas. Mais qu'est-ce que nous on pense? Qu'est-ce que nous on dit Dieu? Enfin, c'est notre enfant. On doit l'éduquer. On doit lui montrer. S'il faut susciter ses émotions, ses envies, on va le faire par l'amour qu'on lui donne, à travers l'amour qu'on lui donne, qu'on lui apporte.
Et vous le faites à travers les réseaux sociaux. Je pense à TikTok, je pense à Facebook. Vous avez une énorme communauté Oui. sur TikTok. Est-ce que le fait d'être sur TikTok aujourd'hui, parfois, vous voyez les retombées, en gros, de votre sensibilisation dans la vraie vie? Vous emmenez Pounet partout, il adore les chariots qu'il y a dans les magasins parce que du coup, il peut faire la voiture avec. Est-ce que vous rencontrez souvent des gens qui... Évidemment, on a des parents qui nous contactent. Alors oui, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites pour être aussi serein avec vous-même, avec l'enfant que vous avez? Pourquoi vous l'emmenez partout? Vous faites comment? Nous, on a besoin de surmonter ça. Enfin, on leur dit, nous, on s'est dit une chose. Cet enfant, c'est pas parce qu'il est IMC qu'on va le traiter différemment. Il doit être traité comme les autres enfants. Et avec ça, franchement, avec de l'amour qu'on lui donne, Pounet nous surprend tous les jours. Tous les jours. La première fois qu'il a dit papa, on était fous. Donc, imaginez un enfant qui ne devrait pas parler, qui ne devait pas parler, qui ne devait rien dire. Un jour, il se réveille, il vous regarde et là, il dit papa. Ah ben, j'étais fou dans la maison. J'ai couru de partout. Même si au début, il confondait papa et maman. Mais après... J'imagine la joie. Ah oui, il mange. Oh, il ne va pas manger. Tout ce qu'il mange, on écrase. Écrasé. Waouh. Aujourd'hui, il mange. Et quand vous voyez les gens dans la rue, dans les centres commerciaux et autres, est-ce que vous sentez que le travail que vous faites sur les réseaux sociaux change le regard qu'ils ont sur Pounet? Ils viennent souvent vers lui, ils les saluent. Oui, ça c'est oui, le travail qu'on fait sur les réseaux change beaucoup le regard sur Pounet et j'espère sur les autres enfants parce que faut dire avant quand on partait avec Pounet, on nous regardait de travers et puis comme pour se demander mais il a quoi leur enfant, pourquoi il est comme ça. Après, pas seulement sur les réseaux sociaux, lorsque je constate que quelqu'un me regarde, je vais vers la personne, je dis bonjour. Et depuis qu'on le voit sur les réseaux aussi, les gens qui le reconnaissent, ils disent Pounet. Il est tout sourire aussi, il est content. Et puis si la personne a des questions à poser, elle pose des questions, on répond tranquillement. Si le regard aussi est un peu bizarre, disons, on va y remédier. Je me rapproche souvent de la personne parce que je sens souvent que la personne a envie de demander quelque chose ou lui. Et puis on va saluer, on va dire désolé, non, votre enfant. Et puis on explique. Ah, ok, d'accord, merci d'avoir expliqué. Je ne savais pas. Il dit, il n'y a pas de souci. En tant que parent, ça doit aussi être lourd comme charge mentale. Au-delà de tout ça, ça reste compliqué. Comment vous faites pour garder en fait vos moments, l'équilibre entre vos vies professionnelles, votre vie familiale, la gestion de la particularité de Pounet et puis surtout garder une vie familiale stable. Vous faites comment? C'est clair. Et comme on vous disait tout à l'heure, on va vivre, on s'est dit on vit une vie vraie. Donc avec un enfant normal, pas un enfant IMC. On arrive à les laisser à la maison eux-mêmes. Ben, débrouillez-vous et nous on sort. On s'est dit, c'est clair. Ça ne doit pas finir. Ça ne doit pas finir entre nous. Ah oui, il faut toujours raviver notre flamme. Mais on doit sortir. C'est vrai, c'est financièrement lourd, c'est moralement lourd, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. On a aussi une vie à construire. On doit faire une pause. Oui. Il faut compartimenter. Il y a un temps avec les enfants. Il y a un temps pour nous seuls. Il y a un temps pour les enfants seuls. On leur apporte tout ce qu'il faut pour que Pounet essaye de s'épanouir. Socialiser sur les taux de ça, parfois. Ouais. Et avec sa sœur, ils sont vraiment complices. Ils sont très proches. On fait en sorte qu'il découvre. Voilà. Qu'il découvre les activités du dehors, les activités dans la maison, à l'école. On fait de notre mieux. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que il faut avouer qu'il y a la pression. La pression n'est pas seulement morale ni mentale, mais la pression est aussi financière. Imaginez un enfant normal qui fait des fièvres
vous imaginez un peu comment les parents sont alarmés. Les non-le-vie. Vous inquiétez pas, je sais. Crise. Ah oui. Le crise de poulet, où il est comme mort. Il devait vivre raide, avec les yeux qui tournent et tout. Des crises convulsives graves. C'est compliqué. Parfois, on se bouscule pour prendre une pause. Il faut le dire aussi. On est à la maison, après on dit non, il faut qu'on prenne une pause, il faut qu'on respire un peu. Pour vous préserver vous-même. Parce que ce que vous dites, ça me fait penser à, vous savez, dans l'avion, c'est marqué qu'en cas de dépressurisation de la cabine, prenez d'abord, si vous êtes accompagné d'un enfant, vous mettez d'abord vous-même le masque et ensuite vous mettez le masque à l'enfant. Et au début, enfin, il y a longtemps, les premières fois que je montais dans l'avion, et puis je me disais, quoi, moi, quand j'aurai un enfant, je veux d'abord le masque et tout ça à l'enfant et tout. Mais en fait, j'ai compris pourquoi on dit ça. Parce qu'en fait, si toi, le parent, tu n'es pas conscient et tu n'es pas en état, tu peux pas aider l'enfant. Donc, imagine un seul instant que tu places le masque à l'enfant et qu'ensuite, toi, tu tombes dans les pommes. Tu pourras pas l'aider ensuite. C'est pour ça qu'il faut d'abord se protéger, être en forme, parce qu'en gros, on ne peut pas donner si on n'est pas en état. Et je pense que parfois, les parents oublient cette partie-là. Ils se donnent tellement et parfois, ils détruisent leur propre santé physique et mentale, mais ils oublient que s'ils ne sont pas au top, ils pourront pas apporter l'aide qu'il faut à leurs enfants. Et puis, il y a la victimisation. Les parents qui vivent avec des enfants et un handicap aiment se victimiser. Nous, on a aboli cela. Si on passe le temps à se victimiser, on ne peut rien faire. Ni pour nous aider, ni pour aider l'enfant. Parce qu'on va rester dans cette boîte, on est dans une mauvaise situation, on va se lamenter tout le temps. Au contraire, on peut même tomber malade, il y a quelque chose d'autre. Et ça ne va aider personne. Ce n'est qu'un problème en plus qu'on va créer. Arrêtons de nous victimiser. Et pendant ce temps, l'enfant, lui, il se meurt. Voilà. Il se meurt dans sa coquille. Il perd des facultés. Parce que ça, on a vu des parents comme ça. L'enfant, il n'est même pas capable d'attraper un jouet parce qu'il n'a pas eu l'aide qu'il faut. Parce qu'il y a des parents qui ont vraiment abandonné les enfants à eux-mêmes. L'enfant reste enfermé dans la maison. Il fait rien d'autre. Alors là, c'est grave. C'est très grave. Et c'est vrai que vous en parlez, quand vous parlez d'abandonner, et c'est quelque chose que l'on voit souvent. Il y a des personnes, enfin, il y a une interview que j'avais faite il y a longtemps et la dame me disait que lorsqu'elle a mis au monde son enfant et que son enfant était né avec un handicap qui était différent de celui de Pounet, mais ça reste un handicap, hein, c'est ce handicap-là qui a été à la base de la séparation d'avec son partenaire. Parce que souvent, ils peuvent pas assumer et puis les gens, ils décident juste de partir et d'abandonner les enfants. Alors, moi, je voulais vous demander, vous avez dit tout à l'heure que c'est très lourd de s'occuper financièrement, de s'occuper d'un enfant. D'abord, en général, hein, s'occuper d'un enfant, c'est cher. Croyez-moi, pour la nouvelle maman que je suis, je le vis au quotidien. Mais s'occuper encore plus d'un enfant particulier, comme Pounet, qui a une IMC, c'est encore plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a des structures, il y a des aides? Les aides... La vérité. Il y en a quelques-unes, mais qui ne sont peut-être pas conséquentes. Parce qu'aujourd'hui, on a pu avoir une allocation annuelle de 70 000. 75 000. Ah oui. On l'a 70 ou 70 000 par an. par an. Chaque fin d'année. Donc, c'est une maman. Divisez d'abord pour moi, s'il vous plaît. 75 000 divisé par 12 mois, ça fait combien? C'est une maman d'un enfant IMC qui nous avait... On a fait on a déposé et... Qui nous a parlé de sa mère. Et puis, on l'a reçu pour la première fois en fin d'année, c'était en décembre. Oui. En décembre. Si c'est une aide, je ne sais pas, parce que moi, je ne pourrais pas appeler ça aide. Et après, il y a... Est-ce que je ne sais pas s'il y a des structures. La plupart des structures qu'on trouve, c'est des... Disons qu'ils mettent les enfants IMC à part. C'est les enfants autistes, malentendants, malvoyants, trisomie. Ouais. Mais les enfants IMC... Je ne connais pas de structure. Hein? Non.
malheureusement. Mais on voit dans vos vidéos que Pounet bénéficie de prestations de kinésithérapeute, par exemple. Il a souvent des professionnels qui sont avec lui. Comment vous avez fait pour bénéficier de tout cela et surtout, comment vous les avez trouvés surtout? D'accord. Bénéficie de tout cela. C'est le plus trop dire parce que c'est un autre frère. C'est à fond propre. Voilà. C'est un autre fond frère. propre. C'est des amis à nous qui connaissent Pounet, qui font des recherches pour nous accompagner aussi. Donc, quand un ami trouve une structure, un kiné, quelque part, il nous informe et puis nous voit ce qu'on peut faire. Ouais. On consulte, on discute et bon, là, derrière, Toujours dans la essaye. de la solution. On essaye. Et c'est vraiment dommage parce que on a quand même fait pas mal de démarches. On a fait pas mal de démarches étatiques. Et ben, on a toujours eu un retour négatif. Toujours. Et même à la CNAMGES, on avait écrit, on a soumis un dossier qui malheureusement a été refusé, soi-disant que la pathologie est traitée ici au Gabon. Et moi, derrière, il y a ce que j'appelle un schéma médical qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce que nos enfants naissent et personne n'est capable de nous dire que cet enfant, vu qu'il est IMC, il doit consulter un neurologue, un ophtalmologue, un kinési, un neuropédiatre. Donc, on n'a pas eu ce schéma-là pour essayer d'aider l'enfant. C'est en échangeant avec les parents, en discutant avec ceux-là qui sont aussi dans la même situation que nous, qu'on découvre au fur et à mesure que, tiens, il y a tel spécialiste qui existe au Gabon, allons-y, on va voir. Il y a tel autre qui existe, allons-y, on va voir. C'est comme ça qu'on essaie d'aider Pounet un peu à se développer. Ouais. Sinon, c'est des médicaments qu'on vous donne. Médicaments, on le prend finir. Et après, faut souligner, quand on a refusé la démarche qu'on avait emboîtée pour Pounet, on a posé la question, puisqu'ils nous ont répondu que ça pouvait se traiter ici. On a bien posé la question à quel niveau et chez qui. On n'a pas eu de réponse. Aujourd'hui, si qu'on découvre qu'on a les chirurgiens pédiatres. Aujourd'hui, si on vous demandait ce dont vous avez besoin, ce dont Pounet a besoin là, aujourd'hui, en 2025, vous direz qu'après tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'il manque encore à faire avec Pounet? Il a besoin de quoi exactement? Alors, Pounet, il a une difficulté motrice. Donc lui, il a vraiment besoin d'un accompagnement pour sa motricité. C'est pour ça qu'il voit un kiné, mais c'est pas suffisant parce que on a besoin d'attelles. Les attelles qui sont fabriqués ici blessent nos enfants avec les échanges qu'on a avec les autres parents qui ont, eux, essayé avec ce qu'on avait en local, ce qui a été fabriqué en local. Les enfants sont blessés, brûlés. Donc, on n'a pas encore ces structures-là, ce matériel-là adéquat pour nos enfants ici au Gabon. Je dirais aussi la neurologie est aussi un problème parce que il y a encore beaucoup d'outils qui manquent ici au Gabon qu'on retrouve chez les autres. Et ça, il en a besoin aussi. Exactement. Alors, là, on va passer à quelque chose d'un peu plus fun. Est-ce que vous pouvez me décrire une journée type avec Pounet, entre séances peut-être médicales, jeux à la maison, moment de repas, moment de vie de famille? Comment est-ce que vous organisez tout cela, votre emploi du temps aussi? C'est quoi une journée type avec Pounet? Une journée type avec Pounet, il faut déjà dire que toutes les journées ne se ressemblent pas. Ouais. Alors, on va peut-être raconter un samedi où il doit avoir la kiné et où papa tout travaille. Parce qu'il y a des samedis où il travaille. Moi, je travaille pas les samedis. Donc, Pounet, il se réveille le matin. Il se réveille à quelle heure, Pounet? Il se réveille. Disons, quand il n'a pas école, il se réveille à 9h. Voilà, il se réveille à 9h parce qu'il reste d'abord tard devant le bébé, lui. Il se réveille, il se les barbouille avec sa sœur, il se brosse les dents. Après, il prend son petit déjeuner. Il aime bien le pain avec le lait et le chocolat. Alors, dès qu'il a pris, il est devant sa télé d'abord pour digérer.
en attendant que papa rentre, parce qu'on doit aller à la séance d'équino. Et donc, dès que papa rentre, on y va. En rentrant, si on a une course à faire, Pounet aime les supermarchés. Il aime les caddies. Ouais, c'est à cause du caddie. Ouais. Voilà. On choisit. Il aime mettre à l'intérieur. Jusqu'à pour le sport. Et après, les supermarchés, c'est coloré. Il y a de la Il y a de musique. la musique, il y a de la lumière. Il a choisi ce qu'il veut. Et il y a surtout beaucoup de chocolat. Ah oui. Et il adore la piscine. Donc, quand on finit le supermarché, si on a prévu, quand ça fait longtemps, il s'est déjà réclamé maman, papa à la piscine. Donc, on va chercher ce qui lui manque pour la piscine. Et pendant ce temps, sa soeur se prépare à la maison. Et on rentre. En rentrant, il nous presse même. On part. Depuis que Pounet parle. Ah ouais. Ah oui. On se prépare pour la piscine. Et là, il n'y a pas de repos. Si on l'envoie se reposer, il refuse parce qu'il sait qu'on doit sortir pour aller à la piscine. Du coup, il est là, il veille, il regarde la télé. Après la télé, il y a aussi d'autres activités. Il aime le piano. Donc, on ne peut pas le laisser toute la journée devant l'écran. Enfin, un moment pour la télé, un moment pour le piano ou un moment pour les jeux aussi éducatifs, là, parce qu'il a beaucoup appris à la maison. Il a beaucoup appris à la maison. On va à la piscine. Et à la piscine, il nage. Hein. Dès qu'on lui a mis la bouée, Pounet, il nage dans bien ses jambes. Ah oui. Il se déploie. Ça fait trop plaisir. C'est magnifique et je pense qu'il te sent vraiment très bien dans l'eau, Yves. Ça doit lui faire... Il ne veut pas partir. Même quand il grelotte déjà, mais le gars, il veut rester. Mais ce qui est bien, c'est que ça lui fait du bien. Ça fait du bien à ses os, ça fait du bien à ses À ses articulations. Mais c'est trop beau à voir. Et aujourd'hui, Pounet, il a quel âge? Il a 5 ans. Il a 5 ans. Ouais. Génial. Vous avez parlé un peu du rituel familial que vous avez tous les deux pour être... enfin, pour vous délester un petit peu du poids, de la charge mentale que cela représente. Si aujourd'hui, je vous demandais de me décrire concrètement, donc, quel est ce rituel que vous avez? Et puis surtout, les soutiens aussi. D'abord, est-ce que vous avez des soutiens? Vous avez parlé de vos amis qui souvent, quand ils connaissent des professionnels, ils vous permettent de les rencontrer. Comment est-ce que vous faites? Quels sont les outils dont vous disposez? Donc, que ce soit les soutiens familiaux ou amicaux, ou d'ailleurs la stratégie que vous avez entre vous d'avoir toujours une sortie pour essayer de relaxer un petit peu. Comment est-ce que vous faites pour alléger un petit peu la tâche et pour ce qui vous permet de tenir? Alors, nous, on est beaucoup communication. Je vais commencer par là. On se parle beaucoup et on se fréquente beaucoup. Donc, on passe pas une semaine sans se voir à deux, sans discuter. Et à côté, on a un réseau d'amis. Il faut avouer qu'on se connaît depuis le lycée. Donc, on a quasiment des amis en commun qu'on n'arrête pas de fréquenter et qui nous fréquentent aussi d'ailleurs. Et derrière, il y a des parents qu'on a aussi rencontrés qui sont devenus des amis, qu'on arrive à voir de temps en temps, discuter sur l'état d'avancement de nos enfants et aussi notre communication en couple. Donc, ce qu'on s'est dit, l'enfant a sa pathologie, mais nous, on a notre vie. Voilà. Donc, on reste dans son espace et nous, on se retire parfois à discuter sur tout et n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi. Comme on vous l'a dit, on est meilleurs amis. Donc, moi, ce que je vis, elle le sait parfaitement et sans limite. J'imagine un peu le cogota du couple et ça. Et c'est sûr que vous avez vu un travail. Tout le monde y passe, sans exception. Alors, vous l'avez dit, tu l'as dit tout à l'heure, Elodie, tu travailles pas le samedi. Par contre, Yann, parfois, il travaille le samedi. Comment est-ce que vous répartissez les tâches de sorte que l'un d'entre vous ne s'épuise pas ou ne souffre pas un peu plus que l'autre? Toute une équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand vous avez une organisation, comme une équipe de foot, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est-à-dire que ce soit financièrement, que ce soit les tâches de la maison ou avec les enfants, on est ensemble. Si moi je suis trop fatiguée, il va se jeter. Si lui il est trop fatigué, je dis comment, ok, d'accord, gagne.
je vais me jeter. Sinon, c'est ensemble. Les jours où on ne travaille pas, on se lève le matin, on marmonte un peu et puis on se lève, on commence. S'il attaque la vaisselle, moi, je vais faire le salon. Et puis, Pounet avec sa sœur. On arrive même déjà à mettre Pounet dans le service. Ah oui, il sait ranger ses jouets. Hein. Il voit qu'ils sont en désordre. Pounet range des jouets, il va ramper, il va commencer à les soulever à aller les ranger. Et s'il y a une facture qui est venue à l'improviste, bon, on sait quoi faire. On connaît l'état de nos finances. Voilà. C'est pas il a ses finances, j'ai mes finances. Non, ça, sinon, C'est de la transparence. c'est déjà un peu trop compliqué. Et donc, on met nos finances ensemble et on fait nos charges. Et ce qui reste, on voit ce qu'on peut faire avec. S'il y a les urgences, on l'utilise. Parce qu'on a toujours les urgences de toute façon. On a des urgences à pied. C'est ça. Votre couple est vraiment une masterclass. Hein. Et pour beaucoup, parce que parfois, les gens, ils se mettent en couple et il y a beaucoup de secrets entre eux. La femme, elle ne sait pas combien gagne le mari. Si la femme, elle a des revenus parallèles, le mari, il n'est pas au courant. La femme considère qu'il y a des charges de la maison qui sont dédiées au mari. Et s'il n'a pas payé, bah, ce n'est pas à moi de le faire. Et ainsi de suite. Et on est très impressionnés. Hein, quand on est... Si mon mari n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Je ne peux pas laisser mon mari souffrir pour... C'est notre maison. Ah oui. C'est pas sa maison à lui. Il est le chef, mais c'est notre maison. Je ne vais pas lui laisser mourir seul avec les charges. J'ai de l'argent, je vais dire, il nous manque, il faut payer Gabon Télécom, par exemple. Je connais sa poche, je vais faire la pression à mon mari. On a déjà la pression de connaître, donc on lui fait la pression. Surtout, non. Et moi, je pense que vraiment, quand ils vont regarder ce contenu, j'espère qu'on va beaucoup apprendre. De toute façon, nous, on apprend beaucoup parce qu'il y a vraiment ce partage dans une vie de couple. Quand on est marié, il n'y a pas, c'est vrai qu'on dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai l'impression que chez nous, en fait, on oublie toujours la deuxième phase. On est reste que sur le meilleur quand les choses sont pas intéressantes. Ça c'est quelque chose de... Ça mérite un vrai débat. Pour le meilleur et pour le pire. En fait, le pire, c'est ce qui nous arrive quand on ne s'y attend pas. C'est pas ce qu'on choisit d'être subir à l'autre, c'est pas là que t'es pas. C'est pas ça pire. Le meilleur dont on parle, c'est vous deviez travailler pour rendre votre vie meilleure. Oui. Et le pire, c'est ce qui nous arrive, qu'on n'a pas demandé. Le cas de Pounet, par exemple. La maladie, le malheur. On est comme ça, on le prend, c'est notre enfant. Mais demander aux autres parents, pour eux, c'est le pire. On a décidé de ne pas prendre ça de sous-côté, mais de le prendre dans le meilleur. On reste heureux, toujours, avec le cas de Pounet, bien sûr. Et ça, je peux le confirmer. D'ailleurs, si vous ne les suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à suivre Élodie sur les réseaux sociaux. Elle partage le quotidien de Pounet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'une petite victoire, la petite victoire récente de Pounet qui vous a le plus ému et confirmé que vos efforts portent ses fruits? Bah oui. Ah oui, oui. Ah, Pounet. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, la dernière victoire, je parlerai de son déplacement. Quand je dis son déplacement, c'est qu'il a commencé à ramper. On a souvent pour coutume de prendre des enfants à la maison les vacances. Et ça, c'était l'idée de ma femme. Parce que elle avait constaté qu'autour des autres enfants, il avait tendance à toujours bouger, ne pas se laisser faire. Eh ben oui, les vacances sont arrivées, on a pris les enfants de sa sœur. Elles étaient là à la maison, à courir partout. Lui, il était là sur place, assis. Et un soir, il jouait à cache-cache. Et là, Pounet se réveille, on était là devant la télé. Il commence. Il allait se cacher. Imaginez-nous. Qu'est-ce que... Donc, il a commencé. Mais c'est... Il a sauté un genou. Un genou. Et l'autre après. J'ai dit, Pounet. Un troisième. Tu sais quoi là? Je pars me cacher avec sa façon d'avouer. Il dit non. Ah oui, tu vas me montrer son corps. On a pris son tapis, on l'a déroulé, on l'a mis au bout. J'ai filmé. J'ai dit non, on doit garder ça. Ouais. On est à ramper d'un bout à l'autre. Ouais. On était émus à la maison. Vous vous êtes rendu compte que c'est parce que les autres enfants, en fait, quand il est entouré d'autres enfants, ça le motive. Le motivé, vas-y, écoute. Et donc, on était là comme devant eux. It's good, Monsieur Pousse.
s'il ne se laisse pas. Il se laisse pas. Et depuis lors, Il se déplace. Il se déplace. on se réveille le matin, il se réveille tôt, on le trouve devant la télé. Lui-même, il descend de son lit, Oui. il va au salon, il prend la télécommande sur la table basse et il a lu. On le trouve, il ne dérange personne. Ou, s'il a besoin de quelque chose, il va ramper jusqu'à la chambre, nous colle coco. T'as peur. Ou neige. Alors, quel est le message essentiel que vous aimeriez faire passer aux Gabonais sur le handicap, sur l'infirmité motrice cérébrale, qui pourrait faire en sorte qu'ils changent le regard qu'ils ont sur ces enfants? Votre caméra est là, vous pouvez directement vous adresser à eux. Dites-leur tout, comme ça vient. Oui. Il faut tout. On sait que c'est pas facile. Mais comme on sait que c'est pas facile, normalement, on sait déjà que c'est plus difficile pour ceux qui vivent le cas. Donc, les regards, pour ceux qui sont de l'autre côté, qui me regardent, je leur demanderai d'être mesurés avec leurs regards, parce qu'il y a les regards qui font mal. Il y a les regards qui font mal, on ne connaît pas l'état de quelqu'un, de l'adulte qui accompagne l'enfant, non. Un regard peut pousser quelqu'un au suicide. Quand je parle du suicide, moi, j'ai pas voulu me suicider, mais je connais des cas. Un regard peut pousser quelqu'un au suicide ou à se renfermer sur elle-même ou lui-même. Et pour les autres qui ont le cas à la maison, qui vivent la situation, je leur dirais que ce n'est pas une fatalité d'avoir un enfant vivant avec un handicap ou un enfant différent. Ce sont mes enfants, ce sont nos enfants. Je n'aime pas trop dire ce que Dieu fait est bon. Étant chrétien, je sais. Mais je me dis que ça peut aussi être une façon de nous fortifier ou de nous envoyer, disons, en mission. Voilà, en mission. On ne sait pas ce qui va en découdre de cet enfant. C'est vrai qu'on a dit aussi à l'hôpital que l'enfant IMC, la pathologie se développe au fur et à mesure que l'enfant fait des crises, c'est-à-dire tout de suite, on ne peut pas diagnostiquer l'infirmité motrice cérébrale. C'est au fil du temps que l'enfant fait des crises et malformations aussi surviennent. On commence à constater la lenteur, la bave et tout. Du coup, ceux qui parlent de l'électrophorèse souvent ou les suivis de grossesse, ça n'a rien à y voir. Ça n'a vraiment rien à y voir. Ça peut être au moment de l'accouchement, l'enfant peut avoir pris du gaz ou moins, peut passer. L'enfant peut avoir de l'eau au niveau du cerveau. L'enfant peut être en forme en naissant. Après, il se passe quelque chose pendant l'accouchement en question ou la réanimation aussi, parce qu'il y a les enfants qui ont réanimé à l'accouchement. Ça peut se passer à ce moment. Arrêtez de pointer du doigt. Arrêtez de parler à ces moments-là dans ce sens que c'est parce que tu n'as pas bien suivi la grossesse. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à y voir. Et après, il y a... Arrêtons de nous victimiser. Vivons avec ce qu'on a. En vivant avec ce qu'on a, on peut remarquer que la chose peut ne plus pratiquement exister. C'est ce que moi je le dis. On se bat à créer ce qu'on veut voir. Voilà, c'est ça. On se bat à créer ce qu'on veut voir et non à rester dans son rôle. À subir ce que la nature nous fait vivre. Il faut donner de l'amour à ses enfants. Ne pas se limiter justement à ces épreuves-là. Il faut traverser ça. Donc, aux papas qui abandonnent les mamans avec les enfants, prenez conscience que ce que Dieu nous donne a un fruit. Et peu importe l'issue, on vit avec. Parce que quand vous l'abandonnez, elle reste seule. Comment elle fait pour s'occuper d'un enfant IMC seul? Un enfant qui a besoin d'amour, qui a besoin de soins.
et d'assistance parentale, amicale. Donc, sans père, une maman seule, c'est pas simple. Sans mère, un papa seul, pas simple non plus. Voilà. Alors, si vous avez, là, vous êtes adressé aux Gabonais. Maintenant, si vous avez l'attention des autorités publiques, quelle action urgente et surtout quelle réforme est-ce que vous demanderiez pour venir en aide, pour apporter un support aux enfants comme Pounet? D'accord. Premièrement, je demanderais au corps médical de faire en sorte qu'il y ait un schéma médical, comme je disais tout à l'heure, de dire à un parent qui a un enfant IMC, eh ben, cet enfant-là aura besoin de tel soin. Donc, le neurologue, kinésie. Donc, en fait, de sa naissance jusqu'à sa maturité, il aura besoin de... Aider les parents au suivi. Voilà, Oui. aider les parents au suivi parce qu'il y a beaucoup d'ignorants. On est beaucoup ignorants de cette maladie, ignorants de ces pathologies et du circuit médical que l'enfant doit suivre. À côté de ça, il y a un manque criard de structure. On s'est vraiment rendu compte qu'il n'y a pas d'école pour enfants IMC. Il y a pour les autres, mais il n'y en a pas pour enfants IMC. Il faut une école spécialisée pour enfants IMC. On a des écoles pour les trisomiques. On a des écoles pour les enfants malvoyants, pour les enfants autistes, oui, mais des écoles spécialisées pour enfants IMC qui vont apporter du matériel, du soutien psychologique pour les parents, pour les enfants. C'est très important. Vous avez dit que Pounet allait à l'école. Où est-ce qu'il va à l'école? Il va à l'école. Enfin, sans dire l'école, mais... Il est dans... cette année, on a voulu essayer une école normale, disons ça comme ça. Parce qu'il était d'avoir une école spécialisée, puisqu'on le refuse partout à cause de son handicap. Et c'est vraiment déplorable, mais c'est pas grave. Hein. On n'en tient pas rigueur. On ne peut même pas sur nos écoles. Chacun fait ce qu'il veut. On s'est battu cette année, étant donné l'évolution de Pounet. On s'est dit, maintenant, il parle, il retient, il sait faire son alphabet, il connaît les chiffres, il sait compter. Il sait déjà compter depuis l'année dernière. Il le fait très bien. On s'est dit, on va essayer. On a trouvé après avoir fait le tour quand même, on a trouvé une petite école qui a accepté. Oh, c'est vrai qu'on paie un surplus, mais c'est pas grave. Pour nous, le plus important, c'est qu'il soit intégré. Ouais. Et comment il s'en sort? Il s'en sort. La dernière fois, il m'a dit, maman, j'ai fait la lecture. Really? Il dit, ah bon? Il dit, ok. Hey, tu as fait quoi? Je dis, tu as fait quoi comme lecture? Il me dit, j'ai fait me et a, ma. Je suis resté là. Mais il a continué de dire me et i, me et e, me. Oui. J'ai failli pleurer. Et tu sais que tu as fait ça, j'ai appelé la maîtresse. La maîtresse m'a dit, oui, je l'ai mis au tableau. Il regardait les autres aller au tableau. Il m'a dit qu'il voulait aller au tableau. Je l'ai soulevé, je l'ai mis au tableau. Et il a fait. Et ça, j'ai dit oui. Oui. Alors, ça, c'est l'une des mesures que vous prenez pour préparer l'avenir de Pounet et son autonomisation aussi. Après, j'ai oublié mon chéri un peu par rapport à ce qu'on pourrait adresser à l'État. Il a parlé des écoles, il a parlé de nos médecins. Et puis, il faut dire à nos médecins que, chers Mélissa, lorsque vous annoncez le diagnostic aux parents, ne soyez pas trop brutal. Parce que si je mets certains parents que je connais à notre place, le jour où on nous l'a annoncé, on ne sait pas où beaucoup devaient se retrouver aujourd'hui. Votre enfant n'a rien faire, votre enfant. Aujourd'hui, on vit le contraire, même s'il ne marche encore, même s'il n'articule pas comme nous, mais on se comprend, on fait la conversation, il s'exprime, il exprime tout ce qu'il veut. Donc, un peu plus d'humanité. Ah oui, vous avez dit, ok, l'enfant est IMC, si vous faites ça, ou essayez ça, essayez ceci, nous orientons aussi dans ce sens, mais c'est parce qu'on a pris des résolutions qu'on ne peut pas laisser Pounet comme ça. Qu'on vit le miracle de Pounet, qu'il évolue, qu'on le voit évoluer, qu'on le voit avancer.
Parce qu'il y a certains parents, dès qu'on leur dit ils vont laisser l'enfant à la maison, comme un meuble. Parce que de toutes les façons, dans rien faire de sa vie, on a dit. Et du coup, on n'accorde pas une chance à cet enfant de devenir quelqu'un ou de faire quelque chose demain. Parce qu'on nous l'a dit comme ça. Après, il y a les structures de rééducation. Il n'y en a pas. Les quelques structures qu'on trouve ou les quelques hôpitaux qui en font, et là, c'est coûteux. Vous imaginez un enfant qui doit faire 3 ou 4 séances de rééducation par semaine, payer 20 000 par séance de rééducation, et on mange quoi après? 10 séances, 20 000 fois 10 séances, ça fait déjà 200 000. C'est coûteux. Et quand on essaie de se renseigner un peu chez les autres, au Cameroun, par exemple, la séance, il y a 8 000. C'est pas pris en charge par l'assurance? Ça, c'est sans l'assurance, 8 000. Parce que j'ai des parents aussi avec qui je sur TikTok et tout. Donc, j'ai un peu les renseignements dans ce sens. Et on a un point de matériel dans ces centres, dans les quelques centres qu'on trouve ici. Et on a même ceux qui travaillent avec les enfants. En fait, ce qu'eux, ils font, que certains font, moi, j'arrive à le faire à la maison. Je ne suis pas spécialiste de la kinésithérapie. Et les quelques efforts que Pounet fait, si c'est maintenant que Pounet voit un kiné s'il faut dire à temps plein, à long terme, voilà, parce qu'avant il faisait trop de crises, on ne pouvait pas, mais je le faisais à la maison. On le faisait à la maison. Quand je suis fatiguée pour le relais, on regardait les vidéos sur YouTube, on faisait des recherches, on lui faisait des trucs à la maison. En regardant votre parcours, quelle est la leçon que vous pourrez dire que vous avez apprise et que vous souhaiteriez transmettre à des familles ou à des parents qui vivent la même situation que la vôtre? Quelle leçon avez-vous apprise? Qu'est-ce que Pounet vous a enseigné? Pounet nous a enseigné beaucoup de choses. Il nous a enseigné à être solidaire, déjà, à ne pas baisser les bras, à se parler plus, parce que la communication est importante, la solidarité est importante, et L'amour? l'amour, c'est la socle, c'est carrément le socle. Sans amour, tout ce qu'on fait sans amour, n'apporte pas forcément le forcément l'Afrique qu'il faut. L'amour au centre, parce que si tu as de l'amour, tu sauras ce qu'il faut à ton enfant. Si tu as de l'amour, tu comprendras ce qui lui manque. Si tu as de l'amour, tu peux même comprendre mieux que l'infirmière de quoi il souffre. Exactement. Parce que moi, il est arrivé des moments où on est à l'hôpital et puis je dis, il faut lui donner tel médicament. Parce que je sais que c'est lui qui passe, l'autre lui donne par exemple de la coulante. Et moi, je sais lequel des antibiotiques il faut lui donner. Et lui aussi sait. Et d'ailleurs, les docteurs, ils sont souvent étonnés quand on va consulter. Et donc, que les parents qui ont les enfants vivant avec les handicaps, qui prennent d'abord leurs responsabilités avant que quelqu'un du dehors ou l'État vienne les aider. Prenez d'abord vos enfants en charge. Prenez d'abord vos vies en main. Prenez soin de vos parents, de vos enfants. Prenez soin de vous. Si quelqu'un voit comment vous faites déjà votre part, moi, je peux m'aligner et dire « Ah, ils se battent tellement, mais je vais les aider. » Dieu lui-même, il dit « Hey, toi, Youssef, t'es là. Si tu ne fais rien, tu ne te bouges pas avec les moyens que tu as. » Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a souvent des moyens. On n'a pas les moyens, on fait avec ce qu'on a. Des attelles qu'on a caché à Pounet, par exemple, pour lui faire la verticalisation. C'est des genouillères de sport qu'on prend soit à Chaleur Square ou à la pharmacie. Non, il vient adapter parce qu'on a besoin que son pied soit tendu au moment de la verticalisation. On ne va pas attendre l'État pour faire ce que nous, on peut faire. On ne va pas attendre une tierce personne pour faire ce que nous, on peut faire. Et commencez chez vous, commencez à faire vivre votre enfant, commencez à lui donner cette chance. La personne qu'il verra, qui sait, il sera couché et puis s'il a les moyens, il peut vous aider, vous apporter de l'aide. Exactement. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre entretien extrêmement touchante, plein de leçons.
de vie. En tout cas, j'en tire beaucoup de choses et je pense que l'équipe aussi. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes chrétien. Oui. Est-ce que vous pensez que Pune, au final, c'est votre mission? Parce que quand on voit tout ce que vous faites, vous avez eu Pune. Aujourd'hui, vous avez réussi. Je pense que vous êtes, sauf erreur de ma part, la seule famille gabonaise à mettre autant de lumière, autant d'explications, autant de mots sur une maladie qu'on ne connaissait pas avant, ou si on connaissait le nom qu'on ne comprenait pas. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'était au final, peut-être c'était votre mission? Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Quand vous priez, vous qui êtes chrétien. Alors, Et je suis chrétienne aussi, hein, je le dis. alors Dieu ne nous donne pas quelque chose pour rien. Évidemment, ça a été un peu perçu comme ça, comme étant une mission pour sensibiliser les autres, pour nous-mêmes, pour nous permettre certainement de voir jusqu'où on peut aller. Je sais pas, peut-être un test pour nous permettre de voir si un jour ça devait se casser à cause de cet enfant, mais bon, ça n'a pas marché. Enfin, Pune, moi je dirais plus que c'est une grâce divine, parce que quelqu'un mort, ressuscité. Quelqu'un, tu parles pas, tu manges pas. Il défie les pronostics. Il défie tous les pronostics. Donc, pour moi, c'est une grâce de l'avoir. Et oui, c'est un défi. C'est un défi, oui, pour nous-mêmes. Bien sûr. C'est une leçon. Oui. Une leçon de vie. C'est en fait de nous tous. C'est pas nous les forts, c'est lui. Avec tout ce qu'il subit. Si nous, on est à sa place, on va flancher forcément. On est sur une leçon de vie. Nous apprend beaucoup de choses qui nous permettent d'apprendre aux autres à son tour. Et pour nous aussi, c'est une des missions que Dieu a pu nous bénir. Je peux le percevoir comme ça parce qu'aujourd'hui, on arrive à aider certaines personnes qui étaient renfermées avec telle situation. Elles arrivent à se déployer, elles arrivent à sortir, elles arrivent à vivre, à sourire. Parce que je vous assure qu'il y en a qui restent constamment en stress à cause de l'enfant. Constamment. C'est-à-dire, elle ne sort plus, elle ne rit plus, Mais aujourd'hui, on a des retours. Oh, maman, Pune, papa Pune. Oui, aidez-moi. Ça fait plaisir. Et on rend grâce à Dieu. Et on espère que ça va se poursuivre dans ce sens. Parce que ce qui est bien dans ça, c'est que les gens sortent de l'ombre et qu'on apprend tous les jours. Tout à fait. Alors Elodie, dernièrement, vous avez posté un message extrêmement émouvant sur les réseaux sociaux en mettant en avant le fait que Pune grandit tellement que bientôt, vous ne pourrez plus le porter. Je vais pas prendre votre place. Ce message m'a énormément touché, mais il a aussi touché énormément d'internautes. J'ai vu tellement de personnes le partager, le liker, le commenter, parce que c'était vraiment un message du cœur. J'aimerais aujourd'hui vous donner l'occasion à tous les deux, Elodie et Yann. Vous avez votre caméra qui est là. Quand Pune grandira, vu comment c'est parti, il va lui-même sur YouTube, peut-être il tombera sur ce programme. Voilà. Quel est le message que vous souhaitez faire passer à Pune, que vous souhaitez lui faire parvenir un message intemporel qui l'accompagnera tout au long de sa vie, qui sera peut-être le souvenir de l'amour et de la foi que vous avez eu en lui. Qu'est-ce que vous avez toujours eu envie qu'il sache, même si vous le lui exprimez tous les jours ou que voilà. Alors, Pune, je te dirais, je vais dire ça comme ça, que je t'aime beaucoup. Déjà, merci d'être venu dans nos vies. Merci de venir illuminer nos vies. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, encore plus fort. Parce que tu as été un combat, pas de moindre, mais tu es une grâce, tant pour nous que pour les autres. Ouais. Maman Pune? Sure. Toutes. Mais je dirais à Pune, mon cher Pune, bon,
Déjà, sache qu'on ne t'a jamais négligé. On a fait. Quand tu verras ce message, parce que je sais que tu verras ce message, je crois pour toi-même. On va croire, même si toi-même tu ne sais pas de quoi il s'agit, qu'on va continuer à croire pour toi. Qu'on ne t'a jamais négligé, qu'on a fait et on fera tout ce qui sera de nos compétences pour que tu trouves tout ce dont tu as besoin. Si demain tu constates qu'il te manque quelque chose, c'est qu'on n'avait pas. Voilà. On t'aime, on t'aimera toujours et j'espère que mes rêves se réaliseront là où moi je vais t'amener à la meilleure ta jolie bêtise. Bon. Amen. Mais j'y crois fermement. J'y crois fermement parce que ça a été prouvé que l'amour, et d'ailleurs on le dit, même pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida, c'est pas un handicap, c'est une maladie. Hein. Pour les personnes qui vivent avec le VIH-Sida et qui vivent l'exclusion, quand on leur donne souvent des médicaments, on dit que l'une des choses qui est importante, c'est aussi l'entourage. Parce qu'une fois que la personne qui vit par exemple avec une maladie, ça peut même être un cancer, hein, baisse les bras, les médicaments ne pourront rien faire. Une fois qu'elle aura baissé les bras, parce qu'elle ne se sent pas entourée, parce qu'elle ne se sent pas aimée, parce qu'elle se sent de trop et puis elle se dit qu'elle est un poids pour les autres, une fois qu'elle a mis ça dans sa tête et qu'elle a bloqué son cerveau dessus, c'est fini. On pourra lui donner tous les traitements possibles, on ne pourra pas l'aider. Et de la même manière que le mental peut faire ça à une personne qui est malade, je pense que le mental aussi d'une personne vivant avec un handicap, lorsque cette personne est extrêmement entourée et qu'on croit en sa capacité à se lever, à marcher, à faire des progrès, même elle doute souvent. Mais l'entourage est sûr qu'elle va le faire et on lui donne tout l'amour et toute l'attention dont cette personne a besoin. Je suis sûre qu'elle est réussie. Tout à fait. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à Pounet. On ne l'a pas encore rencontré, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de courage. Félicitations pour ce que vous faites. Vous aidez énormément de familles. Et merci encore une fois, merci infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci à tous les deux. Merci, Gina. Merci, Gina. Et merci à toute l'équipe. Leur parcours nous montre que l'amour d'une famille peut renverser bien des montagnes. En exposant sans retenue leurs craintes, leurs larmes et leurs joies, ils ont fait de chaque sourire de Pounet une étincelle d'espoir pour toute une nation. Ils rappellent que derrière chaque diagnostic se cache un être en devenir, dont chaque progrès est une victoire à chérir. Que ce soit au détour d'un commentaire bienveillant sur les réseaux sociaux ou d'une réforme législative attendue, il nous appartient à tous de transformer cette prise de conscience en actes concrets, ouvrir les cœurs, mobiliser les ressources et faire du Gabon un pays où aucune famille ne se sentira isolée face au handicap. Et souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Merci beaucoup à Monsieur et Madame Yoka d'avoir partagé leur combat et leur foi inébranlable. Continuons à faire résonner leur voix pour que ni Pounet, ni aucune autre famille, aucun autre enfant ne soit jamais délaissé dans l'ombre. Un grand merci à l'équipe technique présente et engagée depuis le début de ce programme. Merci à Fallon Ndambo, merci à Ivano Valanda et merci à Sanders. Et un grand merci à Da Freshman et à Serge Kofi. Vous retrouverez ce programme sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien entendu sur Urban FM 104.5, la station urbaine. À la semaine prochaine avec un autre invité et qui sait, un autre combat pour le Gabon. Au revoir.